hop, on a attaqué. Moi, j'étais mort de rire, parce que quand j'ai vu le texte... T'as dû être surpris. Mais oui, la surprise, non, pas tellement, parce que j'avais déjà fait des images détournées une ou deux fois auparavant, dirigé de téléfilms comme des montages de ce style. Mais là, surtout la qualité du texte, et puis le montage des images, c'est formidable, quoi. C'est-à-dire que quand on voit Lancaster qui joue un corsaire avec le sabre à la main et qui parle de cul, voilà, c'est extraordinaire, quoi. Quand j'étais petit, mon héros se nommait Cobra. Un James Bond disco dans l'espace qui avait la tête de Jean-Paul Belmondo puisque son auteur japonais était fan du comédien français. Plus tard, quand je rentrais de l'école, il y avait la fête à la maison à la télé, avec Bob Saget dans le rôle du père. Un peu plus tard, Michel Hazanavicius a sorti un gros délire sur Canal+, qui était le détournement le plus ambitieux jamais réalisé. Ça s'appelait La classe américaine. Enfin, dans les années 90, côté poilade, il y avait certes Friends, mais il y avait aussi Seinfeld. Le trait d'union dans tout ça, le seul, le vrai et l'unique, Jean-Claude Montalbot. Alors, malgré tes années de théâtre, on te connaît surtout pour le doublage. Comment en es-tu arrivé là? Eh bien, en 78, j'avais été convoqué par Georges Vitali, qui était directeur du théâtre La Bruyère, et qui m'avait dit, voilà, je monte un Arabal. Est-ce que ça t'en... Bon, j'avais déjà travaillé avec lui. Est-ce que ça t'amuserait de le faire? Je dis oui, oui. Et dans la distribution de cet Arabal, il y avait Gérard Hernandez, Sadi Rebaud et trois autres copains de conservatoire, Evelyne Selena, Daniel Gall, et j'en oublie un, Jean-Pierre Leroux. Et tous ces comédiens étaient très implantés en synchro. Si bien que toutes les sociétés de doublage pour lesquelles ils ont travaillé ont voulu voir le spectacle, qui était un spectacle très drôle, puisqu'on a joué 2 années au Lucernaire, ce qui est très rare. En général, c'est 3-4 mois, quoi. Et donc, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier en synchro. Puis je me suis même entendu dire, est-ce que ça l'amuserait de faire du doublage? Maintenant, ils se battent pour en faire. Ouais, ouais. Mais bon, à C'était une autre l'époque, époque. puis la 5 est arrivée avec Berlusconi très vite, si bien qu'il y avait beaucoup de matériel. Et puis, lors d'un dîner précédent, en 70, oh non, enfin, aux alentours des 79-80, j'avais eu la chance de dîner à côté du poivre d'Arvor de l'époque, qui s'appelait Pascal, mais j'ai oublié son prénom. Et qui m'avait dit, vous êtes comédien? Oui, je suis comédien. Alors, vous avez joué? Oui, j'ai joué ça, j'ai tourné ça, etc. Il me dit, est-ce que vous faites du doublage? Je dis, je commence. Il m'a dit, implantez-vous en doublage, car en 81, nous ne passerons pas. C'était l'équipe de Raymond Barre, hein. Il était responsable de la communication de Raymond Barre. Et il m'a dit, on ne passera pas. Donc, les chaînes vont être libérées. Elles n'ont pas d'argent. Donc, elles vont acheter des produits étrangers qu'il va falloir doubler. Ah, Voilà. donc il y a eu une explosion des programmes à ce moment-là. Absolument, oui. En 81, les radios libres sont apparues, les télés aussi, Canal+, etc., etc. Donc, comme ils n'avaient pas ils n'avaient pas de quoi monter des fictions, ils n'avaient pas assez d'argent, ils ont acheté des produits étrangers, et le doublage, bien évidemment, a explosé, quoi. Donc tu as Voilà. commencé en 78, tu En m'as dit. 78, des petits rôles, ouais, tout petitement. Et à ce moment-là, le milieu était... Enfin, c'était pas encore l'explosion, tu me dis, par Non, il y rapport a, d'après, je peux me tromper, mais on devait être à peu près 4 à 500 qui faisaient du doublage, hein, dans différentes sociétés, bien évidemment. Je crois entre 300 et 500, je crois. Mais maintenant, ils sont voilà, énormément, quoi. Ça a été multiplié par 4 ou 5. Même 10, tu peux y Ouais, aller. ouais, ouais, ben, peut-être même 10, effectivement. Ouais, ouais. Alors, Ouais. donc, Un directeur plateau ou quelque chose avec qui t'a particulièrement mis le pied à l'étrier plus qu'un autre ou avec qui t'as débuté ou... non, c'est-à-dire que Michel Salva, qui était le patron qui a commencé à m'engager, était lui-même directeur d'acteur, donc j'ai commencé à travailler un peu avec lui. Et puis ensuite, j'ai travaillé beaucoup aussi avec Francis Lax, qui était Évidemment. un fantaisiste, un comique même, avéré, quoi. Alors oui, c'est avec ces gens-là surtout que j'ai commencé à travailler, quoi.
D'accord. Voilà. C'était à l'époque de la Sophie. Enfin, la Sophie, c'est encore un petit peu après. Ou La c'était Sophie, déjà... non, la Sophie existait déjà depuis pas mal de temps, hein. Puisque le père de Salva, qui me dirigeait, qui avait déjà une 40-45 ans, son père était à l'origine de cette maison qui s'appelait la Sophie, société de sonorisation de films, je sais pas, un truc dans ce goût-là, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu te rappelles de tes premiers pas sur scène? Ah, sur le plan Sur le théâtre, au théâtre. sur le plan théâtre, mais en tant que jeune comédien ou bien devant les spectateurs? Ah, Ah, les deux. les deux. Alors, en 58, je débarque de ma province parce que j'avais envie de devenir comédien depuis l'âge de 12 ans. C'était bon pour un certain nombre de raisons. J'avais vraiment envie d'exercer ce métier. Et donc, comme j'ai toujours été boursier, il fallait que je trouve dans Paris, parce que tout était centralisé à l'époque, hein, il fallait trouver des cours d'État qui me donnent une bourse, bien évidemment. Or, il n'y avait que 2 cours d'État à Paris, le Centre dramatique de la rue Blanche et le Conservatoire national supérieur. Alors, j'avais rencontré Robert Manuel qui passait en tournée quand j'étais à Belfort en train de faire mes études secondaires. Et il m'avait donné tous les renseignements. Il m'a dit, si tu n'as pas pris de cours, passer le conservatoire, c'est très compliqué parce que ce sont 3 concours éliminatoires qui se suivent. D'accord? Donc, il vaut mieux que tu commences par le centre, puisque a priori, tu n'as jamais pris de cours. Et il m'étonnerait que tu en prennes d'ici là. Donc, je me suis présenté au centre. Et la concierge a été formidable, parce que, naïf, j'ai été chez un copain qui faisait archi, un copain de lycée qui faisait archi aux Beaux-Arts, et qui m'avait hébergé. Et donc, il m'avait expliqué comment fonctionne le métro. Et puis, donc, je me présente au centre, 15 jours avant le concours, qui était fin octobre. Et la concierge me dit, ah, parlez un peu, très bien. Je vois très bien ce qu'il vous faut comme emploi. Ah bon? Donc elle va chercher un comédien qui arrive et qui avait effectivement mon emploi, on discute et il me dit, je serai de toi, je passerai. J'avais fait la danse classique, alors j'avais un certain port de tête avec ta façon de t'exprimer, ta tenue, comme ça, ce port de tête, je serai de toi. Je te donne la réplique dans le Misanthrope, mais une scène entre Acaste et Clitandre, qui sont les 2 marquis du Misanthrope, quoi. Ils sont des gens très prétentieux, des sur deux. Et donc, on a travaillé ensemble. Et puis, 1 heure avant le concours, et on a encore retravaillé. Il m'a dit, voilà, quoi. Et j'ai eu la chance d'être pris. Voilà. Alors, moi, je pensais surtout à la bourse. Bah oui, c'était essentiel, quoi. Puis après, j'ai enchaîné en faisant des petites choses à la Comédie Française, parce que je venais à Paris pour entrer à la Comédie Française. Et au bout d'1 an de centre, j'ai passé le concours d'entrée au conservatoire, où j'ai été pris, et je me dis, ça y est, c'est fait. Pas du tout. Pas du tout. Après, il y a eu... j'ai fait mon service militaire, dans les conditions X, très bien d'ailleurs, puisque j'ai été comédien, mais enfin, cette coupure a fait que j'étais plus tellement dans le coup, quoi. T'avais perdu le rythme J'avais perdu le rythme, et j'ai une espèce de coup de maturité, appelons ça comme ça, et qui ne m'a pas servi pour les passages au concours. D'ailleurs, je n'ai pas été admis à concourir. Parce qu'au conservatoire, il y avait 2 examens par an où il vous fallait 2 mentions assez bien, une au mois de février, je crois, et l'autre au mois de mai, 2 mentions assez bien pour avoir le droit de passer le concours. Ça rigole pas. Ah oui, non, mais c'était à la rigueur. À l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était redoutable. Et surtout les 3 concours éliminatoires. C'est-à-dire qu'au centre, il y avait 450 personnes pour 40 places. Et au conservatoire, pour 80 places, 40 garçons, 40 filles, il y avait 950 à 1000 candidats. Donc c'est 1 sur 10, quoi. Donc je me suis dit 1 sur 10 à chaque fois. Ah, ça y est, c'est parti. Mais non, c'est pas parti. J'ai ma responsabilité, bien évidemment, c'est sûr. Peut-être n'ai-je pas assez travaillé. C'est ce que me disait d'ailleurs ce grand acteur qui s'appelait Michel Duchossois, qui était au conservatoire avec moi, et à qui j'avais demandé de me donner des répliques. Et on se voyait comme ça de temps à autre. Il me dit, Jean-Claude, moi je prépare mes concours, je n'ai pas le droit, je n'ai pas la possibilité de m'occuper de toi, tu ne travailles pas, bon sang, tu n'as pas progressé depuis la dernière fois. Ce qui n'était pas tout à fait faux d'ailleurs.
Alors, T'avais n'empêche- besoin d'un grand frère comme ça. Voilà, pour mais te- oui, je me suis dit, il faut quelqu'un de très doué, de très bon. D'ailleurs, la preuve, prix d'excellence. C'est-à-dire qu'il faut avoir 3 premiers prix pour avoir droit à un prix d'excellence, quoi. Et il y en a eu 3 dans le siècle, hein, pas plus. Alors, donc, dans le siècle précédent, hein, bien évidemment. Ok. Dans Donc le- ça, c'était début dans de le comédien. 20e. Oui, voilà, c'est les débuts, ça. Et donc tes premiers rôles au doublage. Tu t'en rappelles? Ah, ça, je m'en souviens pas du tout. Ah, c'est marrant. Je m'en Y a rien souviens qui t'a pas. marqué? Non, non, non. Je pense que c'était peut-être dans Dallas, quoi. Peut-être des petits rôles. Oui, je crois que c'est ça. Ah non. Ah, ça y est, ça me revient. Ça me revient. Ça me revient. Non, non, non. C'est un monsieur qui s'appelait Wilmetz et dont les studios étaient rue Lincoln, à côté des Champs-Élysées, et qui est donc était venu voir le spectacle. Et il m'avait dit, est-ce que tu serais libre tel jour? Je dis, ben, bien évidemment. Donc j'arrive et il me dit, bon voilà, c'est un jeune lieutenant pendant la Deuxième Guerre mondiale qui commande donc un certain nombre de soldats, patipata. Et voilà, tu vas le faire très bien. Il me dit, 50 lignes. Je dis, mais j'ai jamais fait de doublage. Ça va très bien se passer. Et effectivement, j'ai fait 50 lignes, ce qui est énorme Ouais. pour un débutant. Et ça s'est bien passé, quoi. Voilà. C'était un film, une série? C'était, je me souviens plus, je crois que c'était un téléfilm. Je crois que c'était un téléfilm. Et il faut dire qu'auparavant, dans les tournages de télé, je m'étais déjà post-synchronisé. D'accord. Et je m'étais aperçu que j'avais le sens de ça. Voilà. Parce que le réalisateur, d'ailleurs, m'a dit, mais tu pourrais pas me... Bon, tu as fait ton personnage, ce serait bien parce qu'il voyait que je faisais des imitations. Tu pourrais pas imiter tel comédien qui a tourné, mais qui était en province, qui peut... Ah, dire, d'accord, mais est-ce il y a une lettre de désistement ou pas? Alors, il m'a montré la lettre, il dit, bon, très bien, je l'ai fait. Et j'ai changé légèrement ma voix, et ça collait, pour coller sur ce qu'il faisait lui, bien évidemment, puisqu'il était à l'image. J'ai réussi à l'imiter. Elle dit, ah, quand on m'a proposé le doublage, quand donc je jouais Punk et Collégramme au Lucernaire, je dis, ah, mais il n'y a pas de problème, c'est quand on veut. Voilà. Ouais, super. Alors, là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Quand j'étais petit, Mhm. j'étais fou dingue de ce héros débile et cool à la fois, Mhm. qui était Cobra. Ah, Cobra. Ah oui, oui. Alors, quel Ouais. souvenir? T'as des anecdotes? L'ambiance sur le plateau? Tout ça? Alors, bon, c'est Francis Lax, je crois, qui dirigeait. Donc, et on m'avait dit, c'est un personnage fantaisiste à la Belmondo. Ah bon, d'accord, très bien. Donc, Il avait d'ailleurs le le- visage de Belmondo. il avait le visage de Belmondo, d'ailleurs, effectivement. Donc, avec cet humour typique, typique de Belmondo. Et j'ai essayé, donc, tout de suite de donner cette couleur à ce personnage. Et ça a fonctionné. Mais j'ai pas eu ça au début de la synchro, hein. J'ai eu ça au bout de quelques années. Parce que c'est un rôle important. D'abord, j'ai été essayé dans des petits rôles, puis ensuite des rôles un peu plus importants, des rôles moyens, des rôles secondaires et enfin des rôles principaux. Je parle du doublage, hein. Alors, non, c'est arrivé au bout de 4-5 ans, hein, bien sûr. T'as des souvenirs en particulier sur cette série? Non, je trouvais ça très, très, très drôle. Je me souviens plus, ça remonte à tellement longtemps. J'ai complètement oublié, bien évidemment. Mais je trouvais le personnage complètement surréaliste, quoi. Quelque part, dans des situations complètement démentes. Mais la question c'est, est-ce que tu t'es autant éclaté que nous à le regarder, toi à le faire, tu vois? Ah ben, c'est-à-dire que à le faire, il faut quand même, faut pas oublier qu'il faut faire 4 choses à la fois, hein. Alors ça nécessite une concentration et un travail. Donc parfois, effectivement, ça m'amusait parce que je trouvais je pouvais y aller dans l'humour et la fantaisie, mais il y avait quand même les paramètres techniques qu'il fallait, parce qu'il s'agit d'un dessin animé japonais, si mes souvenirs sont bons. Donc il fallait adapter tout ça au niveau de la qualité du jeu en fonction de l'image, bien évidemment. Et Mais donc tu dis que c'était Francis Lax qui dirigeait? Je crois que c'était Francis Lax qui dirigeait. il me semble bien. Avec quelqu'un comme lui à la direction, je pense qu'il a dû te dire lâche-toi. Oui. Et il m'a dirigé dans une série où j'ai doublé le rôle principal pour la première fois, je crois, mais j'ai oublié le titre de cette série. Et, il me houspillait de temps à autre. Il me dit, attends, maintenant tu fais partie des rôles principaux. Alors, Comment il était comme directeur plateau? bien, sévère. Sévère? Oui, très exigeant, mais bon, comme c'était quelqu'un de comique, de fantaisiste, il vous donnait des clés, quoi, très importantes.
Oui, bien sûr. Il t'a inspiré personnellement ou... Celui qui m'a inspiré surtout, c'est Roger Carrel. Voilà, parce que j'avais assisté à mes débuts à des dessins animés, etc. Et je me dis, mais je crois que je crois que tu peux faire un peu du Roger Carrel. Et au début, j'ai bien évidemment enregistré sa façon, parce il se déplaçait dans les dessins animés, c'était extraordinaire. Il passait du grand-père au petit-fils, à la tante, Ouais, ouais, ouais. avec une virtuosité fantastique. Et comme j'avais un timbre de voix, pas le sien, mais léger, parce que beaucoup plus léger que le sien, mais je me suis inspiré de son jeu, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose Ouais, de Carrel fantaisiste. m'inspirait beaucoup. Et puis aussi un autre comédien qui m'inspirait beaucoup, était d'ailleurs, qui faisait beaucoup de doublage, tout en faisant une carrière au théâtre, à la télé importante, qui était Michel Roux, très très bon comédien, et qui m'a d'ailleurs engagé dans une pièce aux Champs-Élysées, au Théâtre Marigny d'ailleurs, avec Bernard Blier. Et, euh, et Michel Roux, je le regardais travailler, et c'était extraordinaire, il avait des lunettes de soleil dans le studio, il était là, il disait pas un mot. Et on lui disait, Michel, c'est à toi. Oui, je vois. Et donc, il écoutait la boucle, il se levait, il écoutait ses lunettes, et il ôtait ses lunettes. Bon, bon, du premier coup, impeccable. Machine de guerre. Ça va? Ça va. Et il remettait les lunettes. Là, j'avoue que j'étais scotché. D'accord, c'est marrant. Ensuite, moi, je suis un petit garçon, je rentre de l'école. Et quand j'allume la télé devant mon goûter, il y a la fête à la maison. Ah, la fête à la maison, oui, oui, oui. Oui. Alors moi, je me rappelle encore du goût de la tartine de Nutella que je mangeais Ouais. en regardant ça. Mhm. Mais toi, quel souvenir tu as de ça? En dehors de l'équipe avec laquelle je travaillais, j'ai pas tellement de souvenirs, hein, parce Ah, que c'est marrant. non, c'est pas ça, mais j'en ai fait tellement des dessins animés par la suite que j'ai pas tellement de souvenirs. Et je confonds peut-être avec une autre série où il y avait où nous étions plusieurs protagonistes. Alors, C'est comme vous étiez moins à l'époque, ouais. vous en faisiez plus. Voilà, Du voilà. coup, voilà. tout doit se mélanger chez Bien toi. sûr, bien évidemment, c'est ça, c'est que je travaillais énormément, bon, en dehors du théâtre et de la télé, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que dans ma tête, à l'heure actuelle, 40 ans plus tard, bonjour, quoi. Hein, ça doit être ça, je crois. Ouais, Ça doit c'était être ça, ouais. fin des années 80, Voilà, je crois. fin des années 80, non, ça j'ai oublié. Je vois vaguement ce que c'est, mais... Tu te rappelles qui dirigeait, même pas? C'est-à-dire qu'il y avait, ça dépendait des moments. C'est que les directeurs de plateau, la plupart du temps, à la Sophie j'entends, doublaient les rôles principaux et dirigeaient. D'accord? Donc ce qui était compliqué pour nous. Alors cela, bon, c'était toujours le même directeur de plateau. Mais dans cette série, je crois que c'était un comédien qui est décédé, hélas, qui s'appelait Marc François. Je crois que c'est lui qui s'occupait de ça. Et il était dans l'équipe, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Je dis bien si mes souvenirs sont bons. Parce qu'on avait un directeur de plateau qui changeait chaque semaine, hein, de toute façon, sur la Chaque série en semaine. question, si elle durait plusieurs semaines d'enregistrement, quoi. Et du coup, comment vous gardiez cette cohérence et ce... Non, mais à partir du moment où on nous représente, bon, une semaine plus tard, on faisait quelques épisodes, et ça nous revenait immédiatement. On avait déjà pris le tempérament de l'acteur américain, par exemple, quoi. On dit, ah oui, oui, c'est vrai. On s'en souvenait immédiatement. À la première image, dès qu'on voyait la première scène se dérouler, paf, on avait retrouvé l'esprit du personnage, quoi. Du coup, vous connaissiez mieux la série que le directeur plateau. Ah, s'il changeait, oui. Ah, bien évidemment. C'est curieux. Ah, ben, bien sûr. Bien sûr. C'est curieux, ok. Ouais. Ok, alors après, on en vient doucement au classique des classiques, la classe américaine. Ah, la classe américaine, oui. Alors, l'un des trucs les plus drôles que j'ai jamais vu. Et toi, quel souvenir, des anecdotes? Tu l'as donc dirigé. Je l'ai dirigé, oui, oui, effectivement. Alors, raconte-nous. Alors, on m'avait demandé
de faire la distribution, mais ce qui paraît, elle avait été faite auparavant. En tout cas, moi, j'ai convoqué tous les acteurs, bien évidemment, Raymond Loyer sur John Wayne, Marc Cassot, qui devait faire Paul Newman, mais qui a fait James Stewart, parce que ensuite, pour Lancaster, pour Burt Lancaster, je ne me souviens plus je me souviens plus du comédien qui était attitré, parce que dans le doublage, comme il y avait beaucoup de produits, parce que tout était bien évidemment en version française, le téléspectateur aime bien retrouver la voix. Ouais, Bien sûr. c'est comme sur Sean Connery. Si on changeait Sean Connery, c'est terrible, quoi. C'était un comédien qui s'appelait Jean-Claude Michel, très très bon comédien, qui doublait Sean Connery et Clint Eastwood, et il était très 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 bien, quoi. D'abord au niveau du timbre, ça collait parfaitement, et au niveau de la qualité du jeu, quoi. Mais voilà. Après la distrib, qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Alors, après la distrib, j'avais pas visionné le film, hein. Je suis arrivé, j'ai découvert comme les acteurs. Ça, c'est fou. Et il y avait les deux auteurs qui étaient là, donc je ne me souviens plus du nom, et qui ont commencé à intervenir et qui ont demandé à ce qu'on distribue Alain Chabat et puis un autre comédien des nuls. Alors, on dit, oui, pas de problème. Oui, Farrugia, peut-être, je ne sais pas si Farrugia ou ce comédien très bien qui est décédé. Ah, celui qui est décédé, oui, il d'accord. me semble, voilà. Oui. Je crois, je ne me souviens plus, hein, parce que j'en ai tellement fait depuis. Et donc, on y a, hop, on a attaqué. Moi, j'étais mort de rire, parce que quand j'ai vu le texte... T'as dû être surpris. Mais oui, la surprise. Mais pas tellement, parce que j'avais déjà fait des images détournées une ou deux fois auparavant, dirigées de téléfilms comme des montages de ce style. Mais là, surtout la qualité du texte, et puis le montage des images, c'est formidable, quoi. C'est-à-dire que quand on voit Lancaster qui joue un corsaire avec le sabre à la main et qui parle de cul, voilà, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, c'était génial. Et c'était complètement en décalage total. Ouais. C'est ça qui était drôle. Ouais, c'est drôle, surréaliste complètement, quoi. Très très bien. Ouais. Et je crois qu'ils avaient eu le droit que pour une seule diffusion, je crois que c'était ça le deal. Comme c'était des images qui appartenaient vraiment à la Warner. Voilà, exactement, qui appartenaient aux productions américaines. Il leur avait donné le droit qu'à une seule diffusion. Absolument, c'est possible. Mais il y a des petits malins qui l'ont enregistré, qui l'ont mis sur YouTube. Des années plus tard, c'est devenu encore plus culte. Tout à fait. À l'époque. Oui. Mais c'est incroyable, la classe américaine. Oui, je te dis... C'était pour l'anniversaire, je crois, ou le 10e anniversaire... De Canal ? De Canal, il me semble, c'est ça, je crois. Quelque chose comme ça, je crois. Parce que j'ai assisté à la Projo, parce que j'ai rien vu, moi. J'ai vu que la chose se déroulait scène après scène, mais le montage total, définitif, je ne l'ai pas vu, quoi. Et là, j'ai découvert, ça m'a fait hurler de rire, quoi. Et c'était comment de travailler avec tous ces monstres j'avais déjà l'habitude de travailler avec eux. Mais tu les connaissais tous ? Les diriger, c'est... vous êtes dans vos petits souliers, là, hein. C'est comme la première fois où j'arrive sur un plateau... à la Sophie, justement, je commençais donc à entamer des rôles importants, à doubler des rôles importants, et j'arrive sur le plateau, c'est à Boulogne d'ailleurs, et les deux, il y avait 2-3 comédiens qui étaient déjà présents, mais c'est toi qui diriges. Et arrêtez les mecs, arrêtez vos conneries, j'ai autre chose à faire. Le bisutage. Regarde la feuille de service, directeur artistique Montalban. Ah bon, alors j'appelle tout de suite, dis, j'appelle la secrétaire, c'est une blague ou quoi ? Non, tu diriges, passe-moi le patron. Le patron dit, non mais attends Michel, j'ai jamais fait ça. Eh bien tu te démerdes, boum. Alors là, j'avais la chemise qui collait à la peau. Hein. Il fallait diriger des gens qui avaient, j'avais dit au patron, mais enfin il y a des gens sur le plateau qui ont 10 ans d'expérience de plus que moi, qui sont beaucoup plus aptes que moi. Tu te démerdes, boum. Bon là, t'as pas eu le choix. La première fois... C'est moi qui avais le trac. Hein. Ouais. Ah oui. Et dis donc, quel bisutage. Bah oui. Et donc, du coup, dans la classe américaine, toi, tu fais Dustin Hoffman ? Je double Dustin Hoffman, oui. J'ai découvert ça lors d'un précédent enregistrement. Avec sa Wish Lorraine ? Oui, exactement, oui. Qui parlait des chiottes qui étaient bouchées, je sais pas quoi. Ouais, c'était... Enfin, j'ai découvert ça
en regardant les images il y a une dizaine de jours, quoi. Ah oui, je me souvenais plus du tout de ça. Ah oui, t'avais aucun souvenir. Oui, parce que les deux comédiens, je crois que l'autre comédien, c'est qui? C'est Redford? Non, je sais plus. C'est Redford, Redford, il me il semble joue avec bien, oui. Redford, oui. Qui sont les deux journalistes Mhm. du Washington Post, c'est C'est ça? ça. Etc. Donc discutent de choses très sérieuses puisqu'ils ont des informations pas à gorge profonde, etc. quoi. Alain Chabat. Oui, exactement. Alors donc la conversation en VO est très très sérieuse, mais avec le décalage, ils parlent de chiottes et tout. C'est fantastique, quoi. Oui, le film, c'est Les Hommes du Président. Voilà. Je l'ai revu il y a Les 2 hommes du mois. président, exactement. Extraordinaire film, mais Ouais. tu peux pas ne pas, aujourd'hui, Ah bah et ne voilà. pas penser à la classe Ceux américaine. qui ont apprécié la classe américaine, dès qu'ils voient ce type les différents films, automatiquement ils y repensent. Oui, quoi. c'est génial. Ouais, c'est génial. Et du coup, tu as dirigé même Alain Chabat? Alors je l'ai dirigé, oui, très était peu, pas- parce qu'il était très bien. Puis, il n'avait pas grand-chose à faire, donc Ouais. c'était surtout éventuellement peut-être, mais je ne crois pas lui avoir dit de recommencer. Techniquement peut-être de recaler, attention, ça colle à l'image. Mais sinon non, j'ai pas souvenir d'avoir été directif avec Alain Chabat, qui était très très bien. Et pour le reste de l'équipe, t'as souvenir avoir beaucoup travaillé, ou au contraire, tout Non, était lisse, tout non, était non, fluide? non, c'était très fluide parce qu'ils avaient l'habitude de leurs comédiens américains. Alors, boum, ils sont rentrés dedans sans problème. Alors, avec le texte qui au début les faisait rire, Bah oui, bon, à la lecture, puis après à l'enregistrement, avec beaucoup de sincérité. en grand professionnel. Oui, un grand pro, ils ont défendu ça, c'est pour ça que ça marchait bien, quoi, bien sûr. Non, mais travailler avec des grands pros, vous mettez le rouge et vous attendez que ça se termine, hein. Il n'y a rien à dire. Comme quoi, tu vois, c'est pour ça qu'il t'a mis en directeur de plateau. Il Ouais, s'est dit, ouais. oh, c'est bon. Ouais, Laisse non, tourner. mais il fallait quand même être présent, hein, il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs choses à la fois, quoi. Il y en a qui t'ont posé problème toi en tant que metteur en scène au début, et eux en tant que comédien, du coup? En tant que directeur artistique et diriger des comédiens, Est-ce qu'il y a eu de la résistance? Est-ce qu'il y a eu... non. C'est-à-dire qu'il faut, enfin c'est mon point de vue, quand vous êtes directeur artistique sur un doublage, et qu'il y a donc 10-15 personnes, il faut faire preuve de psychologie. Et savoir à qui on a affaire tout de suite. Est-ce qu'il a l'habitude? Est-ce que c'est vraiment pour lui? Est-ce que c'est dans son emploi? Et donc avoir une psychologie pour l'amener au personnage, s'il ne le trouve pas tout de suite, adéquate à sa personnalité. Il ne faut pas être directif, d'ailleurs pour créer un climat dans certains moments où il y avait certaines tensions avec certains acteurs, dont je ne citerai pas le nom, je leur disais, mais écoutez, je ne suis pas votre directeur, je suis votre assistant. Je suis là pour vous assister, c'est tout. Ouais, tu Ah. te désamorçais comme ça, hein. Oui, bien évidemment. C'était une guerre d'ego en Oui, général quand il y c'est avait... bien sûr une des guerres d'ego, c'est sûr, quoi. Ouais. Ouais, oui. Moi, je pense qu'il faut un certain ego pour faire ce métier, pour être bon sur scène, pour être bon au micro, pour... Déjà, et oui, il faut un certain ego et en tout cas une certaine confiance en soi, quoi, déjà. Ouais. Alors, Ouais, surtout quand tu poses ta voix sur des monuments comme John Wayne ou... oui, alors là, ouais, bon, j'ai en dehors de Seinfeld que j'ai doublé donc pendant plusieurs années, j'ai jamais eu à doubler un comédien très très connu. Mais c'est un humoriste, hein, de toute façon, Seinfeld, hein. C'est du stand-up, quoi. C'est autre chose. Ah bah justement, tu m'offres une transition parfaite. Seinfeld, pareil. As-tu des souvenirs, des anecdotes particulières? C'est un tout petit peu plus récent. C'était dans les années 90? Non, pas particulièrement. Non, c'était les situations dans lesquelles, parce que je crois qu'il était plus ou moins auteur, il me semble, de la chose. Alors, c'était les situations complètement burlesques dans lesquelles il se trouvait. Il était un peu le comédien qui envoyait à ses partenaires la réplique de façon à ce que c'est eux qui, en quelque sorte, avaient le beau rôle, quoi. Lui, il était là Oui, pour c'était le envoyer... meneur de jeu, c'était le Oui, Zidane. c'était un peu, voilà, exactement. Ouais. C'était le meneur de jeu, quoi. Et non, mais alors les situations étaient très, très cocasses. Surtout, il fallait retrouver l'humour juif new-yorkais, ce qui n'est pas facile, quoi, au niveau du texte et des intentions. C'était très, très drôle. T'as eu des soucis par rapport justement au texte ou...
Non, non. T'étais assez libre? Non, non, non. Au début, simplement, quand j'ai commencé, j'ai failli refuser parce que il n'arrêtait pas de parler à une vitesse considérable dans son monologue d'entrée, quoi. Parce qu'à chaque fois, c'était ça. Il entrait en monologue et ensuite, hop, il racontait les histoires et on voyait bien évidemment l'histoire se dérouler dans le feuilleton. Mais là, il a parlé à une telle vitesse, et Dieu sait que je parlais vite, moi, pourtant, et que j'avais une diction extrêmement rapide. Mais là, j'ai dit, je ne vais pas y arriver. J'ai appelé le patron, j'ai dit, eh oh, ça non, hein, stop. Si ça doit être comme ça pendant plusieurs années, je ne veux pas. Il m'a dit, tu te démerdes, tu t'ébrouilles, tu le fais. C'est le même. Oui, la même chose. Alors bon, j'ai réussi à le faire, mais je me disais à chaque fois, à chaque épisode qui arrivait, je me disais, j'espère que c'est pas aussi fourni, quoi. Tu y allais un peu reculant ou du coup tu... Non, au début, j'y allais un peu reculons. Puis après, bon, j'ai piqué son jeu, quoi, son tempérament, et ça me facilitait les choses, quoi. À force de Ce l'habitude. qu'il fallait, c'est faire du mimétisme, Oui. mais en le transposant à la française. Voilà. Donc la difficulté pour toi, c'était plus la vitesse, son débit et Alors oui, au début, c'est son débit, quoi. son énergie, quoi. Son énergie, oh là là, il parlait à une vitesse, et puis il avait des tunnels, surtout un tunnel de 50-60 lignes, et qu'il fallait débiter à toute vitesse, et bien évidemment faire passer les sentiments, être crédible, avoir une bonne diction. Bon, j'avais ça à l'époque, hein. J'avais une très très bonne diction, c'est ce qui m'avait été reproché d'ailleurs au moment où je passe le concours du centre. Le copain qui m'avait aidé à préparer le concours me dit fais attention, tu vas beaucoup trop vite. Et il me dit prends ton temps, sans laisser tomber, bien évidemment. Alors c'est toujours l'éternel problème pour un acteur. En même temps, il faut soutenir, mais en même temps ne pas aller trop vite et ne pas trop soutenir non plus, ne pas laisser tomber. Tout ça est une technique, hein, bien évidemment. Ok. Et tu te rappelles comment t'avais été casté, comment ça s'était passé pour le rôle? Comment tu l'avais eu en fait? Le Seinfeld? Ah non, non, c'est parce que le patron pour lequel je travaillais me connaissait. Et il m'a dit, il me distribue. C'est lui qui distribuait d'ailleurs. Ah oui, non, on n'avait pas droit à la distribution. À la Sophie qui était dirigée par Michel Salva, c'était lui qui distribuait avec ses assistantes. Ah non, non, et on arrivait, la distribution était faite, il n'y avait plus qu'à interpréter, quoi. Et le directeur plateau, tu te rappelles, c'était qui? Le directeur de plateau, oui, c'était Philippe Auguste. Voilà. Très bien. Oui, qui est décédé, je crois, maintenant. Absolument. Ouais. Qui faisait Musclor, un autre héros de mon enfance. Voilà, voilà, oui, effectivement, oui. Il me semble, ou Capitaine Fracasse, non, un truc dans ce goût-là, c'était Il a pas dû lui, non en faire plusieurs, oui, Ouais, c'est il me certainement. semble. Non, non, c'est lui qui dirigeait, ouais. Voilà. Et donc, l'ambiance sur le plateau, c'était bien, ça allait? Ça dépendait des jours. Ah, c'est vrai? Il y avait encore une petite guerre des égos? Je veux pas citer de nom. Non, on ne citera pas de nom, mais... Non, non, ça des... Il y a... Bon. Il y a des moments où c'était pas... Ça a chauffé un peu. Ouais, c'était pas facile. Ah, C'est ok. c'est des choses qui arrivaient parfois sur les plateaux. Alors, il m'est arrivé de dire à un acteur, écoute, qui tournait beaucoup, bon, qui venait faire du doublage de temps à autre, je dis, écoute, là, on a des problèmes techniques, donc on est obligé de s'arrêter. Et puis, il me dit, oui, alors ça reprend, etc. Je dis, écoute-moi bien, si tu n'es pas content, tu prends tes affaires et tu t'en vas. D'accord? Malgré ta notoriété. J'en ai rien à foutre. C'est clair, ça? Ah oui, un jour, ça m'a foutu en colère, ça. Le mec voulait qu'on se... Il dit, mais attends, techniquement, c'est pas prêt. On peut pas faire de miracle, non? Voilà, je citerai pas son nom. Les comédiens sont des grands enfants, hein. Ah oui. Donc, avec l'impatience qui c'est va pas avec, facile. et les Ah caprices. oui, il faut faire preuve de... Et puis vous avez aussi des comédiens qui se considèrent comme nettement meilleurs que vous et que ça gêne d'être dirigé par vous. Alors là, il faut aussi faire preuve de psychologie, bien évidemment. Quel rôle as-tu préféré incarner en doublage? En doublage? Oui, est-ce qu'il y a un Ben, rôle? je crois que c'est Cobra et Seinfeld. Ah, bah c'est rigolo. Ah oui, D'accord. oui, les deux là, oui, oui. D'accord. Ah oui, oui, je crois que... Une raison particulière? Parce que tu t'es amusé plus Parce qu'autre- que je me suis amusé, et puis parce que c'est des séries très longues, ce qui durait... Donc, tu as le temps de les apprivoiser. Voilà, on a le temps de l'apprivoiser, et puis ça, le personnage vous marque quelque part, quoi. Ah non, non, c'est les deux, là, Seinfeld et Cobra. Ah, bah c'est bien, ça me fait plaisir. Sinon, a priori, j'en vois pas d'autres, non, qui m'aient Marqué. marqué, non, non, non. Au théâtre? Alors, au théâtre, là, j'ai mon curriculum vitae qui est là, il faudra que je le consulte. Donc, ce qui m'a marqué surtout, c'est la première fois que je jouais
au théâtre. C'est-à-dire, quand j'étais au centre, je faisais des petites choses à la Comédie Française, des figurations intelligentes. Mais jouer un personnage défini dans une pièce de théâtre, ça m'a été proposé à la fin du Centre d'art dramatique, avant de passer le concours du conservatoire. Parce qu'à l'époque, en 59 donc, la mode était à jouer les classiques en costume moderne. Et comme moi, c'est ce qui fait peut-être que j'avais été pris au centre, parce que j'avais une façon moderne de jouer les classiques. Il ne s'agit pas de montrer ses fesses et de baisser son pantalon. Il fallait respecter, bien évidemment, la versification, les sentiments interprétés, mais on peut, plutôt que d'être grandiloquent, le faire plus direct, quoi. Non mais tu sais à qui tu parles? J'ai les dents belles, d'accord? Tu vois. Et alors que l'autre, en général, faisait j'ai les dents belles. Non, j'ai les dents belles, ok? Donc tu fais pas le poids, sous-entendu. Donc je le jouais avec une certaine modernité et c'est moi qui ai été choisi à l'audition pour jouer Horace de l'École des femmes. C'est ce qu'il recherchait, ce style de Oui, jeu. il cherchait un comédien capable de jouer un Molière, mais avec une certaine modernité, quoi. Et donc, on était un certain nombre à passer l'audition, et c'est moi qui ai été pris. Et quelque part, c'est pas prétentieux, mais j'ai pas été surpris. Parce que je me dis, oui, j'ai la modernité adéquate, quoi. Oui, parce que quand tu as vu la concurrence, tu t'es Voilà. dit, ils sont pas Non, toujours dans le coup. La plupart du temps, on est en dehors, on n'écoute pas ce que fait l'autre, hein, quand il passe l'audition. Mais alors, anecdote dans ce spectacle, il y a à un moment donné, Horace, le jeune premier, donc, doit lire une lettre qu'il a reçue d'Agnès, qui doit lire une lettre à Arnolphe, qui est le fameux tuteur d'Agnès, etc. Il doit lire la lettre. Donc on commence à Villeneuve-sur-Saône, je crois. Alors je vais voir le théâtre, bon, le soir, avant de commencer à jouer, etc. Voir quel était le lieu, etc. Et il y avait une rampe. C'est-à-dire une rampe, c'est les éclairages qui vous arrivent donc sur scène comme ça. Et je me dis, bon, il y a les vieillottes, ils vont pas la mettre. Ils la misent, la rampe. Alors je passe mes scènes et je vois... Au début, ah bon, d'accord, il a mis la rampe, très bien. Et j'arrive à la lecture du parchemin. Et avec la rampe plutôt, je ne vois plus le texte. Et je n'avais pas appris le texte. Ce qui m'intéressait, c'est mes scènes de conservatoire. Parce que pour moi, Horace de l'École des femmes, ça y est, c'était fait. Et donc, je n'avais pas appris le texte. Et là, le fait d'avoir entendu des airs pendant 1 an au Centre d'art dramatique, et Agnès devait rentrer après moi dans la scène suivante, j'ai improvisé. En vers, c'est formidable. Et je lui dis, je la vois venir, elle vous le contera beaucoup mieux que moi. Et je suis sorti, je me suis traîné dans la boue. Après, tu vas prendre le texte cette nuit. J'ai jamais appris, bien évidemment. T'as filouté, quoi. Oui. Est-ce qu'il y avait de la place à l'impro, justement, parce qu'on en parle, en doublage dans les années 80, 90? Non, on ne pouvait pas tellement, non, parce qu'il y avait un texte écrit par un dialoguiste, mais parfois, le texte ne collait pas tout à fait, donc on improvisait sur le texte pour que ça colle à l'image, et qu'il manquait un mot, ou le mot n'était pas adéquat, ou ça ne correspondait pas tout à fait à la situation. Ça va pas plus loin. Donc on transformait. Ah non, parce que, pas. tu sais, quand on regarde... Oui. Des séries comme Starsky et Hutch, tu parlais de Oui, Starsky et Hutch, que je Francis voyais, Max tout à l'heure. dans lequel j'ai été à un moment donné, des petites choses. Quand on regardait ça, on avait l'impression qu'ils étaient en perpétuelle création. Parce que Francis Lax et Balutin étaient extrêmement drôles. Et que parfois, ils amélioraient le texte. Ça, c'est possible, quoi. Mais dès qu'ils ont le dos tourné, t'avais l'impression qu'ils... Alors peut-être que... Oui, alors ça, effectivement, ça m'est arrivé de faire ça. C'est-à-dire, dans une situation, je me souviens de doubler un vieux. Alors, j'avais déjà composé un peu. Et puis, je quitte... Et je vois la situation... C'était pour Canal+, donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Et je vois la situation un peu cocasse, un peu érotico-cocasse à l'image. Et en quittant l'image, moi, je fais... Eh ben bien évidemment que c'est 12 salopes. Et il l'a gardé. Il l'a gardé. Okay, ça, parce que ça collait à l'atmosphère de la scène, quoi. Voilà. Alors, il m'est arrivé de faire ce genre de choses. Effectivement, quand mon personnage quittait l'image, quoi. Mais c'était pas courant. Tu me dis, non. D'accord. Du temps, non. Parce que je te dis, quand on regarde ces doublages d'époque... tous les deux, oui. On a l'impression... Non, mais à mon avis, ils improvisaient un peu sur le texte. Ah, oui. ok. À mon avis, ils le faisaient, oui. Ah, voilà. Alors, toi, t'étais plus sage. Mais il m'est arrivé une fois... Ah oui, c'était un personnage
et qui était une série brésilienne, Yo Compro, je crois, un truc dans ce goût-là, et je crois que c'est ça. Et le personnage était un dragueur, etc., mais en version originale, il était très efféminé. Il jouait les dragueurs, mais il était très efféminé. À mon avis, je me dis, il est homosexuel, de toute façon. Donc j'essaie de le jouer avec une certaine virilité. Et puis je me dis, je dirigeais ce truc-là. Et je dis, mais ça colle pas. Parce qu'il a une telle gestuelle que ma virilité, entre guillemets, ne colle pas à l'image. Je dis, bon, alors je vais le faire comme lui. Et là, je me suis envolé comme une libellule. Et là, ça a collé, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Oui, ça, cette liberté, tu avais le droit. Oui, j'avais le droit, mais en même temps, ça correspondait à l'interprète étranger, quoi, bien sûr. Je te raconte pas, l'atmosphère a changé aujourd'hui. Ah oui, oui. Il y aurait moins de... Ouh là là, oui, oui, ça a changé, c'est bien. Quel regard tu portes sur ta carrière, de manière générale? T'es satisfaite? Il y a quelques petites frustrations? Il y a toujours des frustrations, bien évidemment. Mais c'est un peu facile ce que je veux dire, mais je veux dire, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de défendre tous les personnages comme proposé, le mieux possible, bien évidemment, mais il y a des choses dont je suis content, satisfait, et d'autres où je me dis, ah, là, t'aurais pu... mouiller la chemise? T'aurais pu être meilleur, quoi, voilà. Mais il y avait une... Et puis, non, frustration, non, non, pas tellement. Par exemple, j'étais au conservatoire dans une classe de tragédie, parce qu'il y a des classes de comédie, et il y avait une classe de tragédie. Et c'est les professeurs qui vous choisissaient hein, au moment des concours d'entrée. Et le prof de tragédie m'avait choisi. Alors j'arrive, c'était Jean Yonel, qui était une voix, qui avait joué... Hippolyte dans le Phèdre avec Sarah Bernard. Hein. Vous voyez, donc, il avait déjà 74 ans, en 59-60, Et je lui dis, mais non, non, mais ça n'a aucune importance, tu seras très bien. Ah bah d'accord, parfait. Et un beau jour, ça m'énervait de voir les autres passer les tragédies, et toujours avec cette modernité que j'avais en tête, je lui dis, mais j'aimerais bien passer le récit du combat de Roderick dans le Cid. Ah bon? Ben oui, oui, oui. Bon, ben très bien, la semaine prochaine. Je passe et j'attaque. Nous partîmes 500, 3000 en arrivant au port, etc. Et il m'arrête au bout de 4 vers et il me dit, écoute, on a l'impression d'écouter Roger Coudeur dans un match de rugby. Alors là, au revoir, ma carrière de tragédien s'est arrêtée là. J'ai fait rire mes potes, bien sûr, dans la salle. Et je soupçonne un copain de la classe de s'être inspiré de ce que j'avais fait parce qu'il l'a passé au concours, le récit du combat. Et je l'ai vu et j'ai dit, ah! T'as fait Après, je l'ai vu d'ailleurs beaucoup plus tard parce qu'il est devenu directeur artistique en synchro dans la maison où je travaillais. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es pas inspiré à ton concours de sortie de ce que j'avais fait? Mais pas du tout. Je suis à moitié convaincu. D'accord. Alors, on en a parlé. Oui, tu as donc été comédien et DA. Est-ce que tu as une préférence entre comédien et directeur plateau? Ah, je préfère comédien, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Bon, parce qu'il n'y a pas la pression, parce que... non, c'est pas ça, c'est parce que je peux m'exprimer vraiment, moi. Voilà. Et c'est devant une caméra ou c'est en public, ou devant un public. Donc, c'est mon image que j'ai à défendre. Tandis que le directeur artistique, bon, c'est de la direction d'acteur. Et encore, c'est de la direction technique. Parfois, c'est de la direction de jeu, parce qu'il ne colle pas tout à fait à l'atmosphère qui est interprétée, ou le jeu qui est interprété par le comédien étranger. Mais sinon, non, c'est beaucoup plus technique qu'autre chose. Ah non, non, il n'y a pas photo, là. Il n'y a pas match. Ah non, 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 non. Du coup, tu as toujours vécu la direction comme une contrainte plutôt? Parce que tu me dis à chaque fois, on t'a imposé un petit peu. Non, non, pas du tout. Non, non, non. J'y avais à chaque fois qu'une petite appréhension, parce que je me disais, qu'est-ce qui m'attend, quoi, sur l'écran, et quelle est la distribution que je vais avoir? C'était ça. T'as jamais eu le choix de ta distribution? Ah non, 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 jamais, non.
Et donc, je me disais, bon, qui je vais avoir? Qu'est-ce que c'est que ce produit, quoi? Parce que j'arrivais. Puis de plus, la plupart du temps, enfin au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, je défendais des rôles importants, doublais des rôles importants, quoi. Alors je me disais, oula, je me souviens d'un téléfilm avec Lambert Wilson, qu'il avait tourné à l'étranger, et ils étaient deux rôles principaux. Et donc lui est venu se doubler parce qu'il avait le sens de ça. Il s'était doublé très très souvent, parlait anglais couramment, donc et moi je double l'autre comédien que je trouvais très mauvais, quoi. Et donc, il commence, etc. Il était en track B, c'est-à-dire tout seul. Puis il me dit, mais qui double Mais je lui dis, c'est moi. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne le trouve pas très bon. Il me dit, ah bon? Je dis, non, non. Ah, il n'était pas Je le trouve d'accord. pas très, très, très bon, vous savez. Écoutez ce qu'il fait par rapport à vous. C'est vous qui portez le téléfilm. C'est pas lui. Et moi, j'essaie de rattraper à la française ce qu'il a fait. Il n'était pas d'accord avec moi. Ah, Bon, tant pis, quoi. Ouais. ça s'est pas très bien passé. Non, la direction avec lui, très très bien. Mais j'ai senti que ma réflexion lui plaisait pas, quoi. Ouais. Ok, encore une petite guerre d'ego. Non, mais il considérait que, bon, moi, j'étais dans l'ombre. Hein, Oui, alors, en bout de chaîne, hum, on connaît bien. que j'avais pas à faire ce genre de commentaires. Ce à quoi il n'a pas tort. Je n'aurais j'ai rien dû dire. On t'a choisi, c'est qu'on imaginait que tu pouvais amener quelque chose. Ben oui, oui. En tout cas, moi, j'ai pensé sauver le coup. Et il y a des séries. La première série que j'ai faite, justement, où j'avais un rôle récurrent, s'appelait Jeune docteur pour la vie. Et c'était très mauvais comme série. Et là, il fallait qu'on apporte son manger. Et qu'on s'ouvre le coup, quoi, de cette histoire. Ah, c'est intéressant parce Ouais, qu'aujourd'hui, parce que le feuilleton est pas bon du tout, quoi. T'es pas bon du tout. il nous arrive de tomber sur tu vois, des programmes de moindre qualité, on va dire. Oui, voilà. Voilà, Et alors, tu as deux écoles. Tu as ceux qui disent faut rehausser, faut porter, Voilà. ce que moi j'ai tendance à vouloir faire. ouais. Et d'autres qui disent bah non, parce que tu vas dépasser l'image, tu vas pas rentrer dans l'image. Si lui il est nul, tu dois être nul, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il y a toujours une technique. C'est-à-dire, il faut tenir compte de l'image, les labiales surtout, et de l'expression du visage, bien sûr. Mais il y a toujours moyen de le sauver. Toujours moyen. Parce que lui, par exemple, il est atonal, mais c'est pas parce qu'il est atonal qu'il faut l'être soi-même. On peut donner de la couleur. On dira, mais bien évidemment, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis venu pour rien? Non, mais tu rêves ou quoi? Alors que l'autre, il a un mouvement de labial sans bouger le visage. Nous, on peut donner de la couleur à l'intérieur. Voilà. C'était ta façon de faire du coup. Mais bien sûr, c'est une question de technique. Et tu aurais fait quoi si tu n'étais pas devenu comédien? Ah, eh bien, au départ, j'avais envie d'être pilote de chasse. Alors, quand j'étais ado, et je trouve que j'étais en vacances, moi, j'ai fait mes études secondaires à Belfort, joyeuse ville de garnison, où moi, je me suis beaucoup marré, mais ville qui faisait peur aux acteurs, parce que je passais plusieurs fois en tournée. Oh, on reste pas à Belfort, hein. Je dis, mais vous... Enfin, moi, j'ai passé des années formidables, mais ils avaient peur, ils trouvaient que c'était une ville sinistre. Bon, et... euh, je voulais être pilote de chasse. Et donc, j'allais en vacances à Montbéliard, Sochaux. Là aussi, joyeux paysage. Mais moi, je me suis amusé comme un fou avec mes potes. Et ma tante, chez qui j'étais, faisait les ménages chez un ancien pilote de chasse du fameux équipage Normandie-Niemen en Russie, quoi. Cet équipage très célèbre. Et c'était un ancien pilote de la fameuse équipe, quoi. Et donc, elle lui pose la question. Il dit, bah, qui vient de me voir? Donc, j'arrive, etc. Très bien. Il me dit, comment ça va en mathématiques? Bah, pas terrible. Et en physique-chimie? Pas terrible non plus. Bon, alors, écoute. De toute façon, il y a le concours. Et le concours, si tu es nul en maths, on oublie. D'accord? On ne parle même pas de la visite médicale, on parle simplement sur le plan intellectuel. Hop, abandonné, quoi. Aïe. J'ai dit, bon, le pilote de chasse, on oublie. Et puis, ensuite, lui m'a emmené, parce qu'il y avait un terrain d'aviation à Montbéliard, Sochaux, à côté de Montbéliard, Sochaux. Et il m'a emmené faire... et je sentais que j'avais le sens de ça, quoi. Et donc, après, j'ai voulu... parce que j'avais de très bons résultats en sciences. Ça s'appelait... Maintenant, c'est les sciences de la vie, je crois. Et à l'époque, ça s'appelait les sciences naturelles. Et j'ai toujours été premier.
Et ma mère me dit, mais pourquoi tu ne deviendrais pas médecin? Et j'avais envie, effectivement. Mais, ce que je savais, le concours d'entrée, c'est PCB, physique, chimie, biologie. Physique, chimie, mon prof était nul. Moi aussi, peut-être, mais il était très mauvais pédagogue. Comme le prof de maths, très mauvais pédagogue. Il débitait leurs cours, quoi. Pas la psychologie nécessaire pour entraîner, en même temps développer dans les élèves les plus faibles la possibilité d'accéder à la vérité, en quelque sorte. Voilà. Et donc, et puis, comme je le disais tout à l'heure, à l'âge de 12 ans, je me suis dit, il faut être acteur, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un déclic, il y a eu... Est-ce que tu as vu un film, quelque chose? Alors, très bonne question. J'ai vu 2 films dans lesquels j'ai rencontré ensuite les protagonistes plus tard. J'ai vu un film qui s'appelait Marianne de ma jeunesse, avec Pierre Vanek, mon futur prof de conservatoire, et j'avais trouvé ce film qui m'avait beaucoup impressionné. Et ensuite un autre film avec Pierre Trabeau et Pierre Freinet dans Le Défroqué. Et Trabeau était remarquable. Et ensuite on a travaillé ensemble. Et je lui ai dit, je te dois un peu ma vocation. Et là j'ai dit, il faut que je fasse ça, quoi. De plus ça me permettait l'évasion, le rêve surtout, de vivre des vies que je ne vivrais pas à travers tel comédien interprété ou tel personnage, quoi. Et de m'évader de cet univers carcéral dans lequel j'étais depuis l'âge de 7 ans. Hein. Alors, bonjour l'ambiance. Du coup, toi, c'était une échappatoire? Oui, c'était un appel à l'aventure? Un appel à l'aventure, quoi. Ouais. Et ma façon à moi à la rue Bonpré, à nous de Paris, quoi. Voilà. Voilà, ou à Rastignac, enfin peu importe. Et non, C'était vraiment du jour au lendemain, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux oui, faire. oui, très vite, très vite, à l'âge de 12 ans, et j'en ai pas parlé à ma mère, qui m'aurait dit commence à penser à tes études. Et puis je me suis aperçu que c'est dommage, parce que médecine, j'aurais bien aimé faire médecine. Ça, oui. Je pensais que... C'est moins rigolo. Oui, non, mais en même temps, le rapport à l'autre aussi m'intéressait, quoi. Chaque cas étant particulier, non. Mais ça m'aurait plu d'être généraliste, simplement. Ouais. Et est-ce que tu as trouvé ce côté... t'as retrouvé un peu de ce côté humain dans le métier de comédien? Alors, je vais répondre indirectement. Lorsque j'arrive au centre, parce que j'ai un peu de retard, parce que j'ai pas les documents, patipata, alors j'ai vécu Emmaüs, j'ai dormi sous les ponts, j'ai dormi dans les commissariats, j'ai dormi sur les bouches de métro, heureusement sur une douzaine de jours, hein, parce que j'avais pas les documents, elle voulait pas m'admettre, patipata, puis mon copain, lui, ne pouvait plus m'admettre. Alors donc j'étais un peu dans la merde. Hein. Bon. Et donc j'arrive. Et je me dis, moi qui ai vécu dans un univers où nous sommes tous tributaires les uns des autres, un univers carcéral de la pension, parce qu'à l'époque, c'est pas comme maintenant, hein, c'était l'univers militaire. Hein. Uniforme. Ah oui, là, il ne s'agissait pas de déconner, hein, parce que là, c'est les heures de colle qui tombaient tout de suite, voire la mise à la porte. Moi, j'ai failli être mis à la porte. Heureusement, j'avais des résultats qui m'ont sauvé. Sinon, j'ai passé en conseil de discipline, quoi. Ah non, mais à l'époque, c'était redoutable. Mais j'arrive donc au centre, et très vite, dans la première semaine, c'est un tapeur, parce que ça n'arrête pas les tapeurs. Hein. Aïe. Oui. Les gens qui veulent te vendre ceci, cela. Qui s'aille taper ailleurs. Oui, alors attends, avant de reprendre, que je retrouve mes esprits. Oui, c'est ça, quand tu veux. Alors, j'arrive, et je me dis, je vais retrouver cet état d'esprit collectif. Naïvement, je pense, pour monter une pièce, ou même être dans un long métrage, c'est très séquencé, c'est différent. Ou même les télévisions, parce que c'est séquencé. Mais au théâtre, on est les uns sur les autres, on est obligé de trouver une osmose et de faire un travail collectif. D'accord? Et là, je m'aperçois très vite que c'est pas du tout ça. C'est un concours d'ego, quoi. Avec des jalousies, c'est les Atrides. C'est affreux à dire, mais c'est ça, quoi.
quelque part. Et c'est très difficile d'avoir des rapports de sincérité avec les gens, quoi. Et moi, qui avais donc 10-12 ans de pension, il fallait être précis, carré, sinon c'était le bagarre à n'en plus finir. Et là, j'étais très, très déçu, quoi. J'ai vu que c'était un concours d'ego. Voilà. Et même des gens qui n'avaient pas votre emploi, il ne pouvait pas y avoir de jalousie. Il y avait des rapports d'ego, de mépris, de jalousie. Alors je dis, mais attends, on ne jouera jamais la même chose. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà. Ah non, mais c'était très... Donc tu as été un petit peu déçu de... Très déçu, oui, très déçu. Oui. Mais en même temps, c'est une vocation, quelque part. Hein, alors, Donc c'est ça qui voilà. t'a sauvé, et puis tu t'es quand même fait des copains. Oui, je me suis fait quand même des amis, bien évidemment, bien sûr. Parce qu'il n'y a Ouais. pas que des... Non, il n'y avait pas que... Mais en même temps, on trouve ça dans n'importe quelle corporation. Hein. Ah, oui, hein. Bien sûr, mais Des dans un... rivalités, et des chocs d'ego. Voilà. Surtout que, il faut dire que j'aime pas dire ce métier, mais enfin bon, par facilité de langage, disons ce métier, moi je considère que c'est un mode de vie et pas un métier. Et que je trouvais pas le collectif, quoi. Alors je me dis, mais c'est quand même curieux. On va jouer une pièce ensemble, il faut qu'il y ait une entraide, les uns. Pas du tout. C'est oui, il est pas bien, etc. Jamais dans aucune compagnie Non, ça m'est arrivé, si, mais pas souvent, hein, au théâtre. Alors, ce que je voulais dire, oui, pour moi, c'est beaucoup, je vais dire une chose terrible, c'est beaucoup plus les Atrides qu'autre chose. Alors, je sais bien que c'est dur de dire ça, mais c'est des rivalités... des rivalités beaucoup plus qu'autre chose, quoi. En version moderne, c'est koh on dirait. C'est un peu, oui, un peu ça, oui. C'est beaucoup, bah oui, parce il y a peu de boulot et énormément de demandes. C'est pour ça qu'il y a 80% des comédiens qui sont au chômage, mais dans un temps déterminé. C'est pour ça qu'on nous appelle les intermittents du spectacle, parce qu'il n'y a pas de continuité, sauf si vous êtes pensionnaire ou sociétaire à la Comédie Française, où là, bien évidemment, vous êtes engagé à l'année, mais sinon, non. Est-ce que tu as vu cette évolution par rapport au doublage où il y a eu une époque, l'époque de la Sophie, Oui. où il y avait un peu ce côté l'emploi est assuré, avec l'époque plus moderne qui est devenue beaucoup plus intermittente et... Non, l'emploi au niveau des télévisions, du cinéma et du théâtre, ça a toujours été difficile, hein, de toute façon. Sauf pour certains une minorité qui. Non. Mais pour ce qui est du doublage, il y a eu des périodes. C'est-à-dire où on demandait énormément d'acteurs. Tout compte fait, on n'était que 400-500. Et on avait énormément de travail, quoi. Voilà. La chose a changé à partir de 94. Il y a eu une grève pour le doublage, puisque nous considérions que les chaînes, elles se passaient nos produits tout le temps en permanence, et nous, on n'avait pas droit à une rémunération, quoi, ce qu'on appelle les droits de suite. Alors on les a obtenus après 74 jours de grève. Et là, la mentalité a changé complètement, quoi, au niveau, à tout point de vue, quoi. Alors, au niveau du doublage déjà, quoi. Il y a eu un avant et après grève. Il y avait un avant et après, oui, absolument. Et puis il y a eu des périodes, il y a eu une grève aussi des acteurs américains Dans les 2008 par là je ne sais plus, non, bien avant, oh là là. D'accord. Et oui, parce que j'avais rencontré justement un des deux comédiens dans les endroits branchés dans lesquels je sortais à l'époque, un des deux comédiens de Starsky et Hutch, le Saul, il s'appelait, le blond. Oui. Voilà. Celui de Donc Max. il nous avait dit, on lui parlait de ça, il nous a dit, surtout vous tenez le coup. Je comprends votre problème, tenez le coup. Il nous avait dit ça, le comédien américain. C'était drôle. Oui, et les choses ont changé, quoi, bien évidemment, parce que je crois que c'est dû au fait qu'il y a moins de travail et que tout à coup, à cause des conditions sociales, peut-être, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir comédiens. Par exemple, le doublage, il y a eu des tas de boîtes qui forment des comédiens pour le doublage, alors qu'ils ne sont pas comédiens initialement. Déjà, il y a des comédiens des comédiens traditionnels, qui n'arrivent pas à doubler, parce qu'il faut faire 4 choses à la fois. Alors, déjà, c'est difficile. Alors, des gens étrangers
qui arrivent de je ne sais où, qui suivent des cours pour devenir comédien de doublage, alors qu'il y a de moins en moins de travail. Enfin bon, chacun son truc, mais je trouve ça curieux. Tu penses que le changement après la grève est principalement dû à plus de gens pour moins de travail? Le changement de mentalité? Oui, parce qu'il y a eu aussi le fait que tous ceux qui ont fait grève étaient tricards, quoi. Alors ils ont renouvelé les équipes, bien évidemment. Et l'état d'esprit de ces nouveaux comédiens, entre guillemets, a changé, quoi. Ils étaient beaucoup plus corvéables et à merci que nous-mêmes, quoi. Voilà. Et l'état d'esprit, je crois, c'est une opinion qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Je crois que c'est ça, quoi. Ça a commencé avec ça. Et du coup, les cadences de travail ont accéléré, des choses comme ça? Alors, il y a eu aussi les avancées techniques, c'est-à-dire qu'on est passé du boucle à boucle, de séquence en séquence, qu'on montait derrière des machines, patipata, à la vidéo. Alors là, vous disiez telle scène à tel endroit, bing, elle appuie, hop, on arrive à la scène tout de suite. Donc on gagne un temps fou. Parce qu'avant, on avait le temps, chaque bobine était montée, patipata, on avait le temps, quoi. Combien de temps vous aviez pour un épisode de 45 minutes? Alors, ça dépendait des maisons. Ah. Mais En moyenne, tu ça dirais. pouvait se faire un épisode, 2 épisodes de 20 minutes, ça peut se faire dans la journée. Un épisode de 20 minutes le matin, un épisode de 20 minutes l'après-midi. D'accord, une Ça demi-journée. peut se faire en une demi-journée. Et il y avait À 20 minutes. toute 20, l'équipe 25 qui était présente, c'est ça? Toute l'équipe était présente. Des comédiens, s'ils n'étaient pas dans la distrib, non, ils venaient l'après-midi. Mais les comédiens qui étaient prévus pour cet épisode étaient là le matin à 9h30 et à 1h30, c'était fini. Ah non, mais ça dépend. À un moment donné, quand il y a eu énormément de travail, il fallait assurer les cadences, quoi. Bien sûr. Et même, je peux même dire qu'une fois, il m'est arrivé, je ne sais plus, dans les années 90, je crois, de travailler un mois sans arrêt, samedi et dimanche compris. Un mois, sans arrêt. Parce qu'il y avait tellement de boulot, puis il fallait assurer. Un épisode qui fait 20-25 minutes, Et un film? une matinée. Ah, les longs métrages, c'est autre chose. Là, c'est 4-5 jours, là. Et puis surtout que le client est présent la plupart du temps, soit le metteur en scène, soit le représentant de la major compagnie. Alors là, c'est autre chose, hein. Là, on prend son temps, là. Ouais, Ah non, on fait 4-5 jours, facile. une bonne Pour un long semaine. métrage, hein, oui. Et pareil avec toute l'équipe. Avec les comédiens qui sont convoqués pour la journée en question. On va faire telle scène, telle scène, telle scène. Alors ces gens-là sont présents, quoi. Mais encore une fois, la plupart du temps, ils ne voient pas le film, ils voient leur personnage, hein. C'est tout, hein. Du coup, est-ce que tu dirais qu'il y a une si grande différence entre le métier, entre ce qu'il est devenu depuis tes débuts, fin des années 70, et ce que tu en connais de ce que c'est devenu maintenant? Est-ce que tu dirais que globalement c'est devenu mieux, moins bien? Est-ce que... C'est devenu en tout cas plus difficile, je crois. Je ne voudrais pas être jeune comédien. Dans quel sens plus difficile? Plus de concurrence? Plus de concurrence, et puis les conditions de travail aussi qui ont vraisemblablement changé. Je parle dans l'absolu théorique sur toutes les disciplines, hein. Je ne parle pas simplement que ce soit le théâtre, la télé, etc. Les conditions de travail ont changé, quoi. Et les salaires aussi. Ouais. Ouais, bon. Et donc... Tu trouves ça plus difficile, toi? Ah oui, je trouve ça plus difficile. Je ne voudrais pas être jeune comédien à l'heure actuelle. C'était plus facile. Bien sûr qu'il y avait aussi, ça a toujours le côté vieux ringard de dire « Ah, c'était mieux avant ». Il y a des tas de paramètres qui étaient mieux avant, bien sûr. Alors, bien évidemment qu'avec les nouvelles technologies, la vie est plus formidable, quoique, on pourra en discuter longtemps. Mais c'est quelque part, on savait que en prenant notre temps, en gravissant les différents paliers, on arriverait à s'éclater, enfin, à vivre de ce métier correctement et à y trouver une satisfaction, quoi. Maintenant, j'en suis moins sûr. Voilà. En dehors d'une minorité qui, pour X raisons, a la chance de travailler, quoi. Ok, eh ben, merci Jean-Claude pour tout ton point de vue. You are welcome. Et j'ai envie de dire, allez, salut l'artiste. Salut l'artiste.